Internet. Ah, ça faisait longtemps que t'avais pas entendu cette mélodie, hein. Bah ouais, je fais plus de vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est un fait, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais fermer PlayStop, hein, du tout. Je garde la chaîne ouverte parce que on sait jamais, ça peut revenir n'importe comment, n'importe quand, mais je pourrais peut-être refaire une vidéo, un de ces quatre, si l'envie me vient et surtout le courage, parce que ça met un peu de temps quand même à créer une vidéo comme ça, et puis j'en vois plus trop l'utilité dans le YouTube, comment il est devenu. Il y a beaucoup de chaînes qui parlent de cinéma en bien ou en pas bien, mais c'est devenu un peu une masse informe et quelque chose qui va toujours un peu dans le même sens au niveau des avis, donc voilà, je me sens plus trop dans le YouTube pour ma part, mais en tout cas je garde la tradition comme l'année dernière de vous partager à toi, spectateur de YouTube et de PlayStop, mon top 10 des films que j'ai le plus apprécié cette année, enfin l'année qui vient de s'écouler, 2018, qui est à la fois les films que j'ai le plus appréciés, mais aussi les films que j'aimerais te faire découvrir, ou bien qui sont bien connus, mais qui ont besoin peut-être d'avoir un œil neuf pour les expliquer, pour les analyser. Je tiens à vous préciser que d'ailleurs cet enregistrement, que je vais essayer de couper le moins possible, vient après un premier enregistrement qui a fait 1h30 quand même, et que en quelque sorte je suis un peu au bout de mes forces, mais je veux terminer ce truc là quand même pour la chaîne, mais autant vous dire que ça risque d'être peut-être un peu bordélique, mais toujours quand même moins que le premier enregistrement que j'ai fait d'1h30. Je vais essayer d'être un peu plus concis, un peu moins confus, et vous proposer un avis et une analyse assez rapide des films que j'ai retenus de cette année. Donc on passe tout de suite au numéro 10, qui est La balade de Buster Scruggs des frères Coen. Alors première chose comme ça à enlever comme ça du débat qu'il va y avoir, parce que c'est pas le seul film qui est comme ça dans le top, c'est un film qui a été diffusé sur Netflix, donc comme le disent Netflix, et ils entretiennent le doute constamment, c'est un film Netflix, alors que en fait Netflix, c'est ça que je voulais tout d'abord vraiment exprimé avant de parler du film, c'est que Netflix n'est qu'un distributeur pour les 98% du temps que vous voyez écrit un film Netflix sur la plateforme Netflix. Quand je dis un film Netflix, c'est le petit sous-titre qu'il y a, hein. Il y a écrit le titre du film et en bas il y a écrit un film Netflix. Alors que, en fait, par exemple pour La balade de Buster Scruggs, le film qui est donc à cette position, numéro 10, c'est une production à la base Annapurna Pictures. Netflix n'est qu'elle le distributeur, même si c'est de la distribution pas commune, puisque habituellement la distribution choisit son parterre de salles, ou alors a des collaborateurs qui ont des salles. Ici, Netflix, la seule salle, c'est son site internet, c'est son application. Et donc, dans le cas de La balade de Buster Scruggs, c'est au moment de partir sur le tournage que Annapurna Pictures et les frères Coen se sont mis d'accord sur le fait que ce film-là sera destiné à Netflix pour tout simplement, et c'est un choix totalement valable aujourd'hui, pour tout simplement que tout le monde voit, ait la chance de voir le nouveau film des frères Coen. Parce qu'il faut se rendre compte quand même de la situation actuelle du cinéma, et particulièrement aux États-Unis, c'est que toutes les grosses majors, que ce soit Warner, Paramount, que sais-je, se concentrent exclusivement que sur les super-héros, ou les alternatives aux super-héros, mais tout tourne autour de ça, comme un petit peu dans les années 60 avec les péplums, hein, et autres westerns, quoique dans les années 60 le western aux États-Unis était en perte de vitesse, mais on va dire les péplums. Il n'y a plus de place vraiment pour les films autres, c'est-à-dire que symptomatiquement aujourd'hui il serait quasiment impossible qu'un Forrest Gump soit produit et diffusé et promotionné autant qu'il a été à l'époque. Donc c'est dans ça qu'on est aujourd'hui, et la seule alternative pour ces auteurs un peu ambitieux est en effet Netflix. Donc
Tout ça pour dire que le débat n'est pas d'être pour ou contre Netflix, c'est un fait, c'est que la distribution, en tout cas de films, entre guillemets intéressants, diraient certains, je vois pas d'autre alternative que Netflix, sinon ça sort dans 3 salles et la plupart du temps il est impossible de les voir, ces films-là. Donc voilà, la question Netflix, je l'ai balayée un petit peu tout de suite d'entrée, comme ça au moins j'en reparle pas vraiment par la suite. Et maintenant passons tout simplement au film en lui-même, hein, qui est donc un film des frères Cohen. Donc vous le savez très bien, moi je suis fan des frères Cohen, comme beaucoup, c'est-à-dire que j'aime vraiment tous leurs films. Je trouve que même les films qui sont soi-disant les plus mauvais de leur filmographie, je leur trouve toujours quelque chose de beaucoup plus intéressant que n'importe quoi. Et ça, c'est au fait que, bah oui, les Cohen sont des auteurs assez importants, l'avenir le dira, dans le cinéma américain actuel, mais en tout cas très très intéressants et qui permettent une étude poussée vraiment de ce qu'ils veulent raconter dans leurs films. Et il y a une constante dans leur cinéma qui est toujours de s'attarder autour de 2 genres, qui sont 2 genres séminales, les genres primaires, on va dire, du cinéma américain, ce qui a construit le cinéma américain, c'est-à-dire le film de gangster et le western. Et La balade de Buster Scruggs, comme vous l'aurez compris, est un film qui tourne autour de l'univers du western. Et le western, en l'occurrence, c'est vraiment peut-être le genre le plus important pour les frères Cohen, puisque en analysant un peu tous leurs films, on peut s'apercevoir que ce sont très souvent des westerns déguisés, même certains films soi-disant gangsters dans leur approche sont en fait des westerns. Et donc là, ils reviennent avec vraiment un univers western apparent, comme il pouvait y avoir dans True Grit, ou même No Country for Old Men, même si là, encore une fois, c'est un western déguisé. Et donc après True Grit, ils viennent avec La balade de Buster Scruggs, qui là part sur un concept qu'ils n'ont jamais fait dans leur filmographie, à savoir le film à sketch. Qui est une première dans leur filmographie, mais qui est aussi quand même un truc qui a été vraiment délaissé, qui a été un peu tendance dans les années 60-70 et particulièrement en Europe, particulièrement en Italie d'ailleurs. Tout le monde cite Le Fanfaron de Dino Risi, mais on a aussi, je sais plus vraiment le titre, mais c'était les histoires extraordinaires, où c'était l'occasion de mettre plusieurs cinéastes sur plusieurs histoires dans un même film. Il y avait un sketch de Fellini, il y avait un sketch de Louis Malle, voilà. Et donc, La balade de Buster Scruggs, c'est un film à sketch comme ça. Ça présente 6 histoires autour du western et autour d'un autre thème qui est le thème de la mort, tout simplement. Chaque histoire est une expression de cela. Et ça c'est le premier étonnement qu'il y a, mais en même temps c'est un choix très valable d'avoir fait un film à sketch. C'est déjà, je pense, pour les frères Cohen, un exercice qui a dû les galvaniser, parce que c'est des cinéastes qui commencent à vieillir aussi, hein. Ils sont pas archi vieux, hein, c'est pas des Clint Eastwood, mais ils ont déjà un paquet de films derrière, et ils ont déjà, entre guillemets, tout dit, peut-être de leur thématique, mais en tout cas, avec ces 6 histoires-là, ça leur permet, et bien évidemment, et ça, je l'ai lu et vu et entendu dans beaucoup de critiques, ça sert un peu de best-of des frères Cohen, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que c'est peut-être un best-of du ton qu'ils peuvent apporter aux histoires qu'ils écrivent. C'est-à-dire que tour à tour, on a de la farce presque cartoon jusqu'à le film très très noir, jusqu'au drame tout simplement, en passant par le film à la Cohen, hein, qui contient cette ironie qu'on leur connaît. Mais je trouve que, encore une fois, comme j'avais pu le dire dans la vidéo sur Inside Llewyn Davis, il n'y a pas de Cohen mineur. Et encore une fois, c'est en le voyant une deuxième fois, et que je ne l'ai pas vu une deuxième fois pour dire « Attends, c'est un frère Cohen, il faut que je l'aime ». Non, je l'avais apprécié dès la première vision. Plus certains sketchs que d'autres, mais en le regardant une deuxième fois d'une traite
j'ai compris que non, c'était vraiment un film, encore une fois, abouti des frères Cohen et pas une simple fantaisie qu'ils ont balancée comme ça, sans vraiment réfléchir. Puisque le cœur thématique, en plus de la mort et du western, dans la balade de Buster Scruggs, voilà. Eh, mon élocution, elle n'a pas changé entre-temps. Hein. J'ai toujours du mal avec les trucs où il y a trop de consonnes à côté, quoi. Donc, le cœur thématique de la balade de Buster Scruggs, c'est quelque chose qu'ils façonnent de film en film depuis le début de leur carrière. C'est comment déconstruire le mythe américain. Une fois qu'on a dit ça, bon, ben, ça fait une belle jambe. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est pas que juste déconstruire le mythe américain, c'est le déconstruire au prisme des légendes et mythes européennes, et plus particulièrement gréco-romaines. C'est-à-dire, très régulièrement, dans tous les films, ils confrontent un archétype du film américain, le cow-boy, le gangster, ou que sais-je, même le chanteur de folk. Hein, ça fait partie du folklore, hein, d'où le nom des États-Unis, et de les confronter à des figures beaucoup plus anciennes, qui sont les figures antiques. Et là, dans la balade de Buster Scruggs, c'est l'occasion, autour de plusieurs sketchs, de triturer ce petit manège qu'ils ont appris à mener tout au long de leur carrière, et de proposer en fait les différentes variations autour de cette dichotomie entre mythe américain et mythe gréco-romain. Et là où c'est le plus parlant, hein, bien évidemment, c'est dans le sketch avec Liam Neeson, où c'est un vagabond, pas un vagabond, un forain, hein, tout simplement, qui fait le tour des États-Unis avec sa carriole et un homme tronc qui raconte des histoires mythique, où très rapidement c'est assez confus pour le spectateur de comprendre de quoi il parle, puisque la Bible se mélange à des histoires de Oedipe mélangées à des trucs médiévaux. Enfin, c'est un bordel tout ce qu'il raconte, mais quand on voit dans le film le sort qui est réservé à ce bon monsieur, il y a quelque chose de très mélancolique chez les Cohen, que là on peut pas nier, et même de très désenchanté, comme à la fin de True Grit d'ailleurs. J'ai retrouvé ce sentiment là où c'est pas du désespoir qu'on a devant, c'est juste de se dire ouais, bah voilà. Je peux pas l'exprimer autrement. Donc pour conclure, parce que je pourrais m'y attarder encore des heures et des heures, parce que vraiment c'est fascinant, et c'est toujours chez les Cohen un puissant fond, ou qui exprime beaucoup de choses et qui peut être relié à plein de choses, hein. Ça c'est le côté intertextuel de leur cinéma, où chaque film trouve des branches vers d'autres formes d'art et d'autres films, et donc c'est toujours voilà, quelque chose d'éminemment grandiose dans la manière dont c'est écrit. D'ailleurs, petite mention spéciale, si vous ne deviez regarder qu'un sketch de ce film-là, qui vaut tout l'or du monde, c'est le sketch avec Zoé Kazan, je ne sais même plus le nom, où c'est l'histoire des diligences qui partent de l'Est pour aller vers l'Ouest. Et à ce moment-là, à la fin de ce sketch-là, je me suis dit, bah oui, c'est pour ça que les frères Cohen font partie des meilleurs scénaristes de l'histoire du cinéma, en tout cas contemporaine. C'est qu'en 40 minutes, ils te font quelque chose de beaucoup plus travaillé qu'un film de 2h30 lambda qui peuvent sortir, pour pas dire un film de super-héros encore une fois, mais en termes de caractérisation de personnages, de dilemme intérieur et d'épique. Franchement, chapeau, rien que pour celui-là, il faut revoir la balade de Buster Scruggs, ou tout simplement le voir. Vous allez passer un bon moment, vous allez rigoler, vous allez être un peu affligé, vous allez être un peu triste par moment, mais en tout cas galvanisé devant la liberté que prend encore des auteurs qui sont pourtant déjà confirmés à développer toujours et toujours leur thème, et en proposer des versions qui sont
bah, qui sont inestimables. Ah là là, je n'arrive pas à parler. Inestimables. Putain, mais c'est incroyable. Qui sont uniques. Comme ça, voilà. Et on passe au numéro 9, qui est Blind Spotting de Carlos Tevez. Non, je sais plus comment il s'appelle, le réalisateur, il a un nom comme ça. Et non, j'ai fait une petite coupe, ce n'est pas Carlos Tevez, mais Carlos Lopez Estrada, voilà. Bon, c'est normal que je ne retienne pas son nom, puisque le monsieur n'a rien fait avant. C'était un clipper, apparemment. Mais il n'a rien fait, c'est son tout premier film, et quel film, mais qui n'est pas que de son ressort, puisque les interprètes du film, David Diggs et Raphaël Casal, qui sont ils sont aussi les scénaristes. C'est vraiment leur projet à eux, quoi. Ça se sent d'ailleurs, il y a un truc qui est très organique dans le film, où tu sens qu'ils maîtrisent tout et que ils ont pris un réalisateur pour pouvoir être libre dans leur jeu, quoi. Donc Blind Spotting, ça a été vraiment une grosse surprise. Je m'y attendais vraiment pas. J'étais le voir tout simplement parce que il y avait eu une bonne presse, un peu une presse un peu discrète, hein, mais qui avait été très bonne, et que ça avait fait quand même un petit bruit à Sundance, puisqu'ils avaient fait l'ouverture. Ils n'étaient pas en compétition, je crois, hein, ils étaient juste en film d'ouverture, et ça a fait un grand bruit, et du coup je suis allé voir ça, et vraiment grosse surprise, et pour le coup mauvaise distribution, on n'a pas pu le voir. Il fallait habiter Paris pour le voir, ou alors une grande ville et aller dans un petit cinéma de quartier, hein, pour voir ce film-là, et qui démontre que pour un projet comme ça, particulièrement, Netflix est potentiellement profitable. Même si, Netflix a aussi ses inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a quand même tellement de films sur Netflix que tu peux être très vite aussi invisible. Donc voilà, hein, on revient sur la question Netflix que j'avais balayée au début, hein, à la base, mais bon, hein, on reparle comme ça, hein. C'est pas comme si j'avais fait un enregistrement d'1h30 tout à l'heure, et que là on y va en plein aussi. Mais bon, vite, pour résumer Blind Spotting, je dirais que c'est un film à la Spike Lee. Spike Lee qui a sorti un film cette année, hein, Black Landsman, qui n'est pas dans ce top, mais qui était quand même sympa. Voilà, sympa, c'est tout ce que j'ai à dire, même si le sujet qui est abordé est éminemment intéressant. Spike Lee, voilà, il a plus la grande force qu'il avait à l'époque de, par exemple, Do the Right Thing, et pour le coup, le digne successeur, c'est ce film Blind Spotting, qui est le Do the Right Thing d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que quand je dis film à la Spike Lee, ce qui montre que quand même il a posé sa patte quand même sur un genre presque, c'est que c'est un mélange de films sociétal même, je dirais, de musique et d'humour. C'est tout ce mélange-là de sujets sérieux mélangés à quelque chose de plus léger, et puis baigné dans de la musique, dans une attitude, dans une mise en scène pareil, qui emprunte au clip, hein, plutôt que Spike Lee qui lui a inspiré les clips. C'était à peu près au même moment d'ailleurs, hein, que le clip a un peu explosé, mais bon bref, là pour le coup, pour Blind Spotting, Carlos Tevez là, Carlos Lopez Estrada venait du clip, et c'est pas étonnant, ça marche très bien. Il vient du clip, et d'ailleurs je serais pas étonné qu'il ait tourné des clips avec David Diggs, qui est lui-même rappeur, chanteur, interprète, comédie musicale, le mec sait tout faire. Mais il faut pas oublier aussi Raphaël Casal qui est dedans, qui est le deuxième interprète, qui fait son acolyte dans le film, qui est aussi un artiste accompli, hein. Il a une chaîne YouTube lui aussi, bizarrement, où il a fait des petits sketchs sur Calvin et Hobbes et tout. Bref, mais en tout cas voilà, Blind Spotting, ça parle de Auckland, leur patelin, de tout ce que le temps a fait à Auckland, comment le personnage principal de David Diggs se questionne sur sa place dans la société, par rapport au fait qu'il a été témoin d'un meurtre de sang-froid,
d'un flic envers un jeune noir qui courait, on ne sait pas trop pourquoi. Ça, c'est le point de départ de Blindspotting. Et on retrouve là-dedans, comme je disais, l'énergie qu'on pouvait trouver dans les films de Spike Lee, où le sujet est traité de manière sérieuse, de manière frontale, mais en même temps, c'est la vie. Il y a beaucoup de léger, il y a beaucoup de moments fantasques dans ce film, Blindspotting, qui permet de se prendre encore un peu mieux le coup de poing qui est la scène finale, voilà la fin du film, que je ne dévoilerai pas, qui n'a rien d'extraordinaire dans son exécution, hein. Enfin si, c'est extraordinaire, mais qui n'est pas, comment dire, c'est pas un building qui explose et un mec qui vole à côté et tout ça, quoi, hein. C'est simplement deux personnes qui sont face à face, et l'une des deux exprime toute sa colère d'une façon belle, magnifique, poétique. Et une fois le film passé, c'est vrai que tu te prends ça un peu dans la mâchoire, et ça te fait sortir du film avec beaucoup plus d'enseignements que, par exemple, le film de Spike Lee de cette année, qui force un peu les choses dans l'enseignement de l'histoire qu'il raconte. Voilà. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de voir Blindspotting. J'ai rien dévoilé de l'histoire pour que vous ayez un peu la surprise comme j'ai pu l'avoir, voilà. Mais en tout cas, je vous ai expliqué peut-être les débuts, comment ils ont préparé ce film-là, comment ils ont voulu faire ce film-là, et ce que ça provoque chez un spectateur comme moi, hein, puisqu'il n'y a que moi pour parler ici, hein. C'est le truc le moins naturel du monde, hein, c'est parler à un micro avec personne, donc c'est un truc un peu schizo. Voilà. Mais voilà, si je devais dire deux mots, je dirais film rafraîchissant, oui. Un futur film culte, un grand oui. Voilà. Donc, cherchez-le, téléchargez-le, trouvez-le. Il se trouve illégalement, hein, mais bon, si vous arrivez à le trouver légalement, c'est encore mieux. Mais voilà, vous allez passer un bon moment. Ça dure 1h30 en plus. C'est pas un film de 4 heures là, qui va vous prendre le chou. Et vous allez passer vraiment un bon moment. Et ça va être, je pense, un futur film culte. Voilà. Et numéro 8, Sicario 2, la guerre des cartels. Putain, le titre à la con, quoi. En fait, le titre, moi, ça me fait penser à Action Man, je sais pas pourquoi. Il n'y a aucun rapport, hein. Mais de trouver un sous-titre comme ça. Alors que le titre initial, c'est quand même Soldado, le titre de production, qui était quand même beaucoup plus classe. Ça aurait fait une trilogie sympa, parce qu'apparemment, c'est une trilogie, hein, qui est préparée. Mais qui est Sicario, Soldado, et puis le troisième, je sais pas moi, Guerrero, je sais pas quoi. Alors ce film-là est aussi comme Blindspotting, mais dans un tout autre genre, une grosse surprise pour moi, vraiment. J'y étais un peu à reculons, parce que le premier Sicario, je l'avais pas vraiment apprécié. Voilà, je m'étais fait un peu chier. J'avais un peu, je vais pas m'étendre dessus parce que ça serait, je me mets un poids d'honneur de pas faire de critiques négatives sur cette chaîne, et puis ça sert à rien, parce que s'il y a des gens qui aiment, et ben ils aiment, voilà. Je vais pas leur dire que c'est des nulos, hein. Mais il y avait beaucoup de choses qui m'avaient dérangé dans Sicario, le premier du nom, qui me donnait pas envie en fait de voir une suite, puisque, pour faire simple, tous les films de Denis Villeneuve, dès qu'ils sont annoncés, moi je suis plutôt hypé, un peu comme tout le monde, parce que les sujets me plaisent, parce que l'esthétique a l'air sympa, parce que les univers qu'il a l'air de dépeindre ont l'air intrigants, et à chaque fois il y a un moment où moi c'est mon impression, il prend le dessus sur ce qu'il veut raconter, et il a l'air d'essayer de m'expliquer des trucs que je m'en fous. Moi j'ai envie de plonger à corps perdu dans les histoires. J'ai pas envie de savoir à quel point il est intelligent, quoi. Et voilà, j'ai dit un truc négatif. Voilà. On oublie, on dit pas. Mais bon, tout ça pour dire que du coup Sicario 2, on était en terrain connu, quoi, hein, quand on a été le voir, et finalement il s'éloigne complètement du traitement qu'a fait Denis Villeneuve du premier Sicario. Et pourtant, il y a le même scénariste, Taylor Sheridan, mais force est de constater que Sicario 2 se rapproche beaucoup plus, ou en tout cas se lie
ne dénie pas le lien incroyable qu'il y a entre ce scénario-là et le western, tout simplement. Donc c'est presque le deuxième western de ce top 10, hein, qui est un western déguisé, bien évidemment, qui parle, comme pour le premier Sicario, de la géopolitique actuelle, du monde sauvage actuel, en fait. C'est-à-dire que dans les westerns, il y a toujours ce thème de comment l'homme apprivoise un monde encore sauvage. C'est l'œuvre des pionniers. Là, c'est un peu pareil. Et c'est étonnant parce que bon, c'est là où on comprend que le premier Sicario, c'est un problème de traitement finalement, de par le réalisateur, hein, le traitement dans le sens le traitement du scénario à l'écran, puisque Taylor Sheridan, le scénariste de Sicario 2, mais aussi de Sicario, mais aussi de Comancheria et de Wind River, il était aussi réalisateur dessus. En voyant ces films j'ai tout de suite compris que Taylor Sheridan, voilà, c'est ses obsessions à lui, c'est ses thèmes à lui, de faire des westerns modernes avec la complexité d'aujourd'hui, la complexité politique, la complexité des échanges entre les gens. Et là où le premier Sicario balayait un peu tout ça dans une posture, là on est vraiment en plein avec Stefano Sollima, qui est le réalisateur donc, de Sicario 2, qui est le fils de Sergio Sollima, qui est un réalisateur réputé de western spaghetti, mais pas que, aussi de films bis italiens, tout simplement. Hein, et donc c'est marrant que la filiation du réalisateur de Colorado lui se retrouve à faire Sicario 2. Moi je trouve que c'est quand même pas mal dans l'histoire du cinéma d'avoir ce truc-là. Et Stefano Sollima, rien que par l'introduction de son film, je parle là des 15 premières minutes du film, m'a complètement conquis. Comme pour le premier Sicario, c'est un début choc. C'est un truc pour te rentrer tout de suite dans la dure réalité. Mais je trouve que dans le Stefano Sollima, le Sicario 2, il y a un truc où l'action ne s'arrête pas. C'est-à-dire que on a le choc, c'est une des intros les plus chocs que j'ai vues cette année. Hein. Paf, on se prend ça dans la gueule, et ensuite le film ne baisse jamais le rythme, n'enlève jamais le pied de l'accélérateur. Et je trouve que par ce biais-là, il exprime au mieux vraiment la dangerosité des événements qu'il peut y avoir aujourd'hui, dans le sens où on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Et je trouve que c'est vraiment l'expression de ce film-là, en plus du western déguisé. C'est-à-dire que du coup, ça, c'est toute la première partie du film, et au milieu, on se retrouve avec le personnage de Benicio del Toro seul, quasiment seul, et qui commence à se questionner sur le sens de tout ça, sur sa place dans tout ça. Pour rappel, le personnage de Benicio del Toro est une sorte de chasseur de primes qui va là où on lui donne de l'argent, et bon, là c'est le gouvernement américain, et qui se pose la question comme un bon vieux personnage de western crépusculaire, quoi. Et là, le film, tout en gardant son rythme effréné, arrête un peu d'aller dans un même sens. Et c'est là le conflit dans le scénario, d'ailleurs, le vrai conflit du film, en fait. C'est l'opposition entre deux visions des choses. Donc voilà, c'est un film à voir absolument. C'est un des films d'action. Moi, j'aime pas dire que c'est un film d'action, parce que tous les films sont des films d'action, en fait. C'est un film de pas d'action, ça n'existe pas. Ou alors ça existe, mais on l'a oublié, quoi. Mais en tout cas, Sicario 2 est un film, voilà, un western, voilà, comme on aimerait voir plus souvent, qui a soin à faire des cascades en vrai. Ça, c'est plutôt appréciable. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Et on retrouve nos acteurs qu'on aime bien, qui sont Benicio del Toro et Josh Brolin, qui pètent le charisme comme jamais dans ce film-là. Et d'ailleurs, Benicio del Toro l'a dit dans une interview qu'il était un peu l'instigateur de faire absolument une suite, hein, puisque aujourd'hui c'est pas si naturel de
de faire une suite à un film comme ça, hein. On est plus dans une logique, comme je disais, de super-héros et de franchise à tout va. Donc c'est Benicio del Toro qui a un peu forcé les choses et il s'avère que c'est le personnage qui, je pense, lui collera le plus à la peau à la fin de sa carrière. C'est vraiment un futur personnage culte, je trouve, hein, son personnage. Bon. Et numéro 7, Leto de Kirill Serebrennikov. Putain, j'ai réussi à le dire dès le premier coup. Alors là, incroyable. Donc c'est un film russe qui a fait sensation à Cannes, comme diraient les grandes émissions de cinéma qui ont pignon sur rue. Mais bon, c'est pas le principal atout de ce film-là, c'est que c'est un film que je rentrerai dans la case des films rock. Il y a très peu de films, en tout cas il y a très peu de bons films qui parlent de groupes de rock ou tout simplement de groupes, hein. Moi je pense notamment aux Commitments. Il y a un aspect un peu Commitments d'ailleurs dans l'étau de cette bande en fait de jeunes gars qui ont plein d'espoir et qui se retrouvent confrontés à comment tu fais un groupe, comment tu gères les choses. On retrouve un peu voilà ce goût-là dans l'étau, même s'il y a un côté un peu plus désespéré puisque l'étau raconte comment tu pouvais exprimer ton art et particulièrement l'art du rock, du groupe de rock, dans la Russie soviétique, dans l'URSS, quoi, sous Brejnev, je crois. Je crois que c'était sous Brejnev. Donc, c'est-à-dire pratiquement le pire moment, en tout cas le moment le plus chiantissime de l'histoire russe. Et en fait, on suit donc du coup ces jeunes gars pleins d'espoir qui se retrouvent confrontés à la petroïska, comment on dit? La perestroïka? La perestroïka? Voilà. Putain, j'ai du mal. Et ça fait la deuxième fois que j'enregistre. J'ai une élocution de merde. Voilà, hein? Bon. Je vais me calmer. Donc voilà, on suit ces jeunes gars qui essayent de vivre leur vie de rocker libertaire sans a priori, mais toujours stoppés par le grand ogre rouge qui est la société soviétique et tous ces principes sous-jacents. Donc comme je l'ai dit, Leto a été une surprise, vraiment une très belle surprise pour moi, pas que pour Cannes, hein, c'est pour tout le monde, puisque il y a dedans, comme les personnages de ce film-là, un goût vraiment très libre, un truc où la sensation vraiment par rapport à ce film-là, et c'est pour ça que je pensais au Commitments, c'est que tu as l'impression que c'est tes potes, quoi. C'est même si c'est un film russe et qui va sûrement jamais être traduit en version française, et puis bon, d'ailleurs, vu les VF on se trouve aujourd'hui, qu'on se prend aujourd'hui, bon ben c'est pas plus mal, donc c'est en russe sous-titré que je l'ai vu, mais malgré tout ça, c'est comme si c'était pote, ouais, c'était pote à la fin, vraiment. Même s'il y a un truc assez triste à la fin qui te fait relativiser un peu sur beaucoup de choses, il y a un côté vraiment organique. Et ça, c'est dû notamment à la mise en scène de notre Kirill, que je dirais plus son nom, Serebrennikov. Putain, deuxième fois que je le dis du premier coup, donc c'est le deuxième coup. Oh, c'est incroyable. Donc sa mise en scène, elle est absolument incroyable, presque invisible, sauf à certains moments, mais elle est presque invisible tellement elle est libre et organique. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'épaule, hein, c'est en steadicam la plupart du temps que sont faits les plans de ce film-là, et suivent les personnages de manière très libre et très naturelle, sans jamais apposer quoi que ce soit de trop voyant. Sauf de temps en temps, où il y a une explosion graphique qui arrive à l'écran, que je ne dévoilerai pas, mais qui surprend vraiment, et où tu te dis, bah ouais, il y a ça aussi dans le film, putain, génial, quoi. Ouais, je joue bien le gars qui est content de voir un film au cinéma, mais j'ai pas dit ça, je l'ai dit en moi, hein. Mais donc voilà, il y a de temps en temps des explosions comme ça graphiques qui expriment tout le côté rock du film, tout le côté jeunesse qui veut s'exprimer.
Mais ce qui est marrant, enfin c'est pas marrant, mais ce qui est étonnant, c'est que donc il y a un personnage dans le film qu'on doute qu'il est peut-être imaginaire, parce qu'à chaque fin de ces explosions graphiques, comme je vous dis, qui sont liées toujours à une chanson chantée, parce que Leto est aussi une sorte de comédie musicale en fait, hein, elle pourrait très bien être adaptée en comédie musicale, même si bon, il y a beaucoup d'extérieur, mais il y a toujours des idées à avoir. Euh, donc ces scènes-là sont toujours coupées à la fin par un personnage quasi imaginaire, hein, il est jamais vraiment là dans les scènes, il se balade et tout, et qui exprime toujours l'impossibilité de cette situation dans la Russie qui est dépeinte dans ce film. Et c'est d'autant plus émouvant, cette espèce de personnage qui coupe l'herbe sous les pieds de nos attentes et de notre extase par rapport à ces scènes-là, dans le fait que le cinéaste Kirill Serebrennikov putain, troisième fois que je le dis d'un coup quand même, est en prison actuellement. Ce réalisateur est en prison actuellement pour exactement finalement le crime de s'être exprimé. C'est-à-dire que, bon, pour faire simple, il est en prison parce que il y a soi-disant du détournement d'argent public dans la confection de ses mises en scène au théâtre, parce que c'était un metteur en scène de théâtre à la base. Or, quand il est arrivé au premier procès, avec son avocat, ils ont expliqué par A plus B que c'était des documents absolument faux, ce qui met en cause du coup une certaine corruption dans l'État sous Poutine, hein. C'est étonnant, et qu'il en conclut qu'en quelque sorte c'est parce que dans le théâtre national dans lequel il est officier, il faisait des choses qui n'avaient jamais été faites, qui divisent complètement le pays, c'est-à-dire faire des choses un peu rococo, un peu gay-friendly, qui osent dire des gros mots, qui osent dire des choses contre le gouvernement, et il s'est pris un peu ça dans la gueule, il est en prison. Et donc c'est assez visible, parce qu'il a terminé de monter le film Leto, dont on parle là maintenant, en prison, et ça sent dans ces moments-là qui sont très graphiques, qui sont vraiment frénétiques, qui ont plein de vie en eux, et qu'à chaque fois ça soit fini par un personnage qui dit « Ouais, mais ça c'est pas possible ». Voilà, donc c'est vraiment un film à voir, ne serait-ce que pour la liberté que ça a, pour ce que ça raconte, hein, puisque rares sont les films vraiment bons qui parlent aussi sincèrement de l'expérience d'avoir un groupe de rock, ou de faire du rock, ou même de se rêver rocker. Il y a une désillusion, une mélancolie propre au rock'n'roll. Et donc, trouvez-le, téléchargez-le, mais ne passez pas à côté de Leto, c'est vraiment un petit bijou ce film, il faut le voir. 41 minutes sur mon petit recorder, ce qui veut dire que quand même je suis en train de faire exactement pareil que la dernière fois, mais il y aura peut-être du montage, peut-être que vous ne serez pas à 41 minutes, peut-être que ce que je suis en train de dire sera coupé parce que c'est un peu long et qu'il n'y a pas de point au bout de cette phrase. Qu'est-ce qu'on est drôle. Et on passe au numéro 6 avec Phantom Fred, ou comme j'aime bien l'appeler, le fantôme Fred, qui est donc un fantôme qui s'appelle Frédéric. Voilà. Donc c'est un film de Paul Thomas Anderson, et autant vous dire que Paul Thomas Anderson, mais je l'aimais pas beaucoup. J'aimais pas beaucoup son cinéma jusqu'à maintenant. Boogie Nights, c'était un film que j'aimais beaucoup, mais que je trouve un poil trop long quand même. Mais qui est un film, oui, que j'aime beaucoup. Mais par la suite, en fait, son cinéma m'a toujours déçu, dans le sens où les films démarrent de manière un peu cryptique à chaque fois. Et tu essayes, toi, enfin moi, j'essaye en tant que spectateur de toujours délier un peu qu'est-ce qu'il veut raconter, tout ça, au-delà de l'aspect graphique de ces films, hein. Il a toujours un aspect technique et graphique absolument ahurissant. Mais il y a toujours un moment dans ces films où ça part en couille, quoi, où il me délaisse complètement, où je deviens complètement extérieur aux personnages et aux univers qu'ils nous montrent. Et du coup, ça me laisse froid. J'ai toujours trouvé ces films très froids au final. Voilà.
Et alors, quelle fut ma surprise encore une fois devant Phantom Fred, qui est un petit miracle finalement. Je n'aurais jamais mis une pièce encore sur Paul Thomas Anderson pour me faire avoir des émotions au cinéma. C'est un film parfait en tout point. Comme son personnage principal, hein, qui est un tailleur qui est obsessionnel, qui veut la perfection avant tout, tout ça. Ce film-là est parfait en tout point. Il y a un rythme parfait, l'écriture est parfaite. On s'accroche à ces personnages-là, même si au début, comme pour les, c'est un peu la marque de fabrique de Paul Thomas Anderson, il y a un côté voilà un peu mystérieux, un peu cryptique au début. Où on se demande, mais les gens, dans la vraie vie, ils se côtoient pas comme ça, quoi. Ils sont un peu bizarres. Au point où même d'ailleurs, au début du film, je me suis demandé si c'était pas une relecture de Dracula. Tant il y a un côté où le personnage de Daniel Day-Lewis est très comme ça, très précieux, et qu'il essaye d'emmener les gens dans son manoir pour sucer tout leur sang, bouffer toutes leurs vitamines, leur énergie. Mais en fait non, il s'avère qu'au final, Phantom Fred est un film à ranger du côté du film gothique, voire du drame, j'ai envie de dire universel, parce que la structure du scénario prend ses racines vraiment dans le conte. Et c'est Paul Thomas Anderson qui l'a avoué lui-même, hein, c'est que il voulait faire une histoire par rapport à ça, par rapport à un créateur et sa muse, alors il était à fond dans ça, et tout d'un coup il s'en est aperçu que en fait il était en train de raconter l'histoire de Pygmalion et Galatée, qui est donc un mythe très ancien et toujours intéressant, et qui est devenu vraiment même un terme psychologique, enfin on dit pas psychologique, mais un terme qu'on dit tous les jours, hein, c'est mon Pygmalion, voilà. Et par ce biais-là, il a commencé à s'intéresser au conte et à la simplicité et en même temps la pertinence d'un conte populaire. Voilà, enfin Paul Thomas Anderson qui s'intéresse à quelque chose d'un peu populaire, sans avoir un regard cynique et un peu défait de tout ça, qui trouve vraiment en fait ce qu'il y a de grandiose là-dedans. Et c'est pour ça que Phantom Fred pour moi a beaucoup marché, que je me suis vraiment intéressé au personnage et que au final il y a tout qui concorde pour la première fois dans le cinéma de Paul Thomas Anderson pour moi. Que la technique, la beauté des cadres, la performance des acteurs et l'histoire convergent vers une même émotion. Voilà, en fait, c'est ça peut-être le reproche que j'avais avec Paul Thomas Anderson, c'est que tu pouvais pas dire que ces films étaient mauvais parce que la mise en scène était jolie, les décors étaient grandioses, les acteurs jouaient super bien, l'histoire était intéressante. Mais c'est juste que, en fait, comment dire, la note d'intention de chacun des départements allait pas dans le même sens. Et là, dans Phantom Thread, ça va dans le même sens. Vraiment, on est happé j'ai été happé par ce film-là, notamment par la musique du gars de Radiohead, là, je sais plus son nom, du guitariste de Radiohead. Et je dis comme si le gars de Radiohead, ce mec est un génie, mais bon. Qui donc, il y a une musique au piano lancinante tout le long. Les décors, les costumes sont magnifiques, et au point où on a presque envie à la fin, vraiment, on est happé par cet univers et on a envie d'y rester. C'est comme un espèce de petit cocon magnifique, irréel, où on nous a raconté une histoire de dieux et de déesses, voilà, qui en tout cas délivre un enseignement sur quelque chose, sur l'amour, c'est aussi l'histoire d'un amour toxique, comme on dit. Donc voilà, je ne peux que conseiller Phantom Thread un peu comme tout le monde, mais je le conseille alors que je n'aimais pas le cinéma de Paul Thomas Anderson jusqu'à maintenant. Donc c'est pas un changement du tout de goût subitement, c'est juste que à mes yeux, là pour le coup Phantom Thread, ouais. C'est, 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 vraiment, 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 c'est, vraiment,
D'ailleurs, le terme qui a été galvaudé et utilisé à tort et à travers partout, c'est un grand classique moderne. Mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Et on retrouve le goût d'une bonne histoire bien racontée, bien mise en scène, avec des petits côtés aussi un peu expérimentaux, hein. Il y a des moments où la mise en scène fait un pas de côté, quoi. Mais c'est vraiment, voilà, il y a ce côté-là vraiment de film de grand maître, ouais. Oh putain, j'ai osé dire ça sur Paul Thomas Anderson, c'est incroyable. Comme quoi. Et on passe au numéro 5, qui est The Post, de lui, là, le grand génie de notre temps, Steven Spielberg. Ah oui, Spielberg est un des rares génies qu'a compté l'histoire du cinéma. Vraiment, quand je dis génie, c'est de réalisateurs qui parlent le langage cinéma mieux que leur langue maternelle, presque, quoi. Je mettrais dedans Chaplin, Hitchcock, éventuellement Orson Welles, mais voilà, c'est ce que j'ai pensé pratiquement à la sortie, à la seconde même après être sorti de la séance de The Post, donc Pentagon Papers en français. C'est de me dire, waouh, ça fait du bien de voir du vrai cinéma comme ça. Quelque chose qui, comme Phantom Thread, hein, juste avant, qui est parfait de bout en bout. Et que tous les départements, tous les acteurs, tout est parfaitement exécuté. C'est un plaisir, en fait, presque de cinéphile, mais pas que. Je pense que même une personne profane qui voit que quelques films par an, peut voir la différence entre un Spielberg et le reste du commun qui peut sortir. Parce qu'il y a dans The Post à la fois quelque chose que fait Spielberg depuis après E.T., qui fait de plus en plus maintenant, c'est-à-dire d'essayer d'être une sorte de passage de témoin, de partage de connaissances, de partage d'histoires qui pourraient être perdues dans le temps. Je pense notamment à Saving Private Ryan, Il faut sauver le soldat Ryan, qui a découlé après sur Band of Brothers et Pacific, qui était vraiment une volonté de raconter toutes ces petites histoires qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont importantes de ne pas perdre. Et dans The Post, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il prend le sujet de le pré-Watergate. C'est-à-dire que, soi-disant, tout le monde connaît l'histoire des Hommes du Président, de films de Pakula, sur l'explosion de l'affaire du Watergate, mais on en oublie les premiers soubresauts qui ont été donc cette affaire des rapports qui ont été faits, des rapports très détaillés faits durant la guerre du Vietnam et qui stipulaient qu'elle ne pourra jamais être gagnée et qu'il y aurait tant de morts. Ce qui est pas top, en fait, d'envoyer des gens en sachant qu'ils vont mourir, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est la guerre. Parenthèse fermée. Et donc, il parle à la fois de ça et en même temps, il fait un portrait totalement intime et en même temps grandiose de portrait d'une femme forte, d'une femme qui mériterait en fait d'être beaucoup plus reconnue comme les personnages phares de l'histoire américaine, qui est donc le personnage de Meryl Streep dans ce film. Qui montre l'évolution d'une femme qui a perdu son mari et qui, lui, était patron du Washington Post et qui, donc, elle doit prendre la relève et qui se fait conseiller par plein de gens et qui, en fait, ne trouve pas sa place, pense que sa place n'est pas là et qui, par la force des choses et la force de sa volonté, en fait, va peu à peu prendre conscience que sa place est là et sa place, elle est hyper importante. Parce que dans le côté passage de témoin, ce qu'il y a de très fort dans ce film de Spielberg, c'est en fait le message qu'il tente d'accorder aux jeunes générations. Comme il peut le faire dans plein d'autres films. Hein. Mais là, il y a un truc qui est un peu plus urgent. Et ce n'est pas que le film qui donne ça, c'est comment il a démarré. C'est-à-dire que il était dans la post-production de Ready Player One, qui est un film qui a mis 4 ans à se faire, hein, qui est un film très compliqué techniquement. Donc, dans la post-production, il y a Donald Trump qui se fait élire, et Steven Spielberg donc décide de se lancer dans ce scénario et de filmer et monter le film en à peine 8 mois pour le donner aux jeunes générations, en fait. Pour exprimer une chose
qui paraît simple, mais qui a besoin d'être dit de temps en temps, c'est que le journalisme est un pouvoir. Et même un pouvoir beaucoup plus grand que ceux qui prétendent l'avoir. C'est-à-dire que exprimer des faits de manière absolument tangible et ordonnée et faire expliquer ça aux citoyens, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle manipulation. C'est-à-dire qu'un journaliste qui fait son travail et qui ose dire non aux pressions éventuelles, c'est ça qui fait le second pouvoir aux États-Unis et qui devrait être le premier dans le monde entier, en fait. Ouh là là, je suis en train de dire mon avis sur des choses qui ne sont pas le cinéma. C'est incroyable. Enfin bref, donc c'est un film parfaitement exécuté, tout est magnifique, c'est un plaisir de voir ces acteurs aussi jouer et se renvoyer la balle. D'ailleurs, quand je dis que tout est parfait, c'est comme pour Phantom Thread, hein, finalement, mais encore plus fort. C'est que Spielberg, donc réalise à merveille ses films, mais et sans le voir, sans l'air d'y toucher, fait toujours des choses très iconoclastes et voire expérimentales au sein même de ses films. Et là, en l'occurrence, dans The Post, c'est la mise en scène des dialogues, dialogues cruciaux, des débats d'idées, où il filme ça comme une fusillade de chez John Woo, quoi. C'est assez étonnant, mais ça passe sans qu'on le voie, et on ressent tout, même si à la première vision il y a quand même plusieurs détails qui nous échappent, hein, sur ce qui se passe devant nous. On comprend par le biais de la mise en scène vraiment ce que ça implique, en fait, émotionnellement. Donc ça, c'est la grande force de Spielberg. Il n'y en a qu'un seul qui sait faire ça, hein. Il y en a d'autres qui essayent, mais lui, c'est vraiment le plus fort. De manière universelle, c'est lui le plus fort. Il peut parler d'une histoire comme là, du Washington Post, sur une affaire américano-américaine totale, et pourtant intéresser le monde entier. C'est la grande force de Spielberg. Voilà. Donc The Post, si vous hésitez à le voir, il faut le regarder, parce que comme j'avais dit à un pote à l'époque, quand il était sorti, pour l'inciter à aller le voir, je lui ai dit, dans Jurassic Park, quand on était gosse, en sortant, on s'est dit, on veut être paléontologue, on veut être archéologue. Ben là, en sortant de The Post, t'as envie d'être journaliste. T'as envie de dire, ouais, putain, c'est ça, il faut faire ça. Beaucoup trop d'enthousiasme. Hop là. Et on passe au numéro 4, et je vais bientôt approcher les 1 heure d'enregistrement. J'espère que ça sera plus court pour vous, je ne le sais pas. Voilà. Et en position numéro 4, c'est La forme de l'eau, The Shape of Water, de Guillermo del Toro. Donc Shape of Water est une romance fantastique, tout simplement. Une histoire d'amour entre une femme muette et un monstre marin, qui est vaguement un dieu. On ne sait pas vraiment, on ne saura jamais. Et si ce film est si important, même si il y a eu beaucoup de pubs et tout ça, c'est que c'est tout simplement un film de Guillermo del Toro. Et Guillermo del Toro est un des auteurs les plus uniques qu'il y a pu avoir ces 10-15 dernières années, même plus. C'est-à-dire qu'on reconnaît dès le premier plan du film que c'est un film de Guillermo del Toro. Et il s'avère qu'avec La forme de l'eau, nous avons affaire à quasiment un film somme de Guillermo del Toro. Un film somme, non pas parce qu'il est à la fin, mais par le moteur qu'il a engagé. C'est-à-dire que Guillermo del Toro, avant de tourner La forme de l'eau, était persuadé que ça allait être son dernier film et qu'il allait arrêter le cinéma après ça, parce qu'il avait eu beaucoup trop de déceptions, que ce soit au box-office ou dans les projets qu'il a voulu entamer. Et donc ça se sent irrémédiablement dans la forme de l'eau, qu'il a essayé de mettre le plus de lui-même. Et en même temps, tous les thèmes qu'il a pu aborder se retrouvent aussi dans ce film-là. Mais ce qui est extrêmement beau pour un film somme, c'est que il n'a pas mis tout de bout en bout et ça plaira aux gens qui regardent déjà mes films. C'est qu'en plus, il a cherché à parler à tout le monde.
Et en fait, c'est ça qui a fait le succès de La Forme de l'eau. Certains diront que c'est un film un peu trop explicite par rapport aux autres films de Guillermo del Toro, où finalement les liens avec diverses interprétations graphiques était beaucoup plus caché, était à celui qui avait la connaissance de ça, alors que dans La Forme de l'eau, tout est un peu explicité, tout est un peu expliqué même, je dirais. Eh bien, moi qui suis Guillermo del Toro depuis le tout début, sans savoir aussi que c'était un futur auteur aussi fort, ça m'a ému. Ça m'a ému de me dire, ce gars-là aurait pu faire un film pour sa petite bande de spectateurs qui viennent le voir régulièrement. Et que non, il a quand même essayé de faire le truc le plus universel possible, ce qui montre l'humanité de ce bonhomme. Hein. Euh, et ça n'a pas manqué, puisqu'il a renoué avec un public beaucoup plus large qu'à l'accoutumée, comme il avait pu le faire à l'époque du Labyrinthe de Pan, avec néanmoins quand même un ADN de film très, très bizarre quand même. C'est-à-dire que il a quand même réussi, il en est très fier, il le dit en interview, il a quand même réussi à donner l'Oscar à un film qui parle d'un gay, d'une muette et d'un monstre qui ont des histoires extraordinaires. C'est quand même, c'est assez, c'est peu courant, quoi. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs par rapport à ce film, comme du coup il était dans plein de déceptions et plein bah, il était au point mort hein, dans sa carrière, au moment, alors que de l'extérieur, on n'avait pas l'impression. C'est un film qui a été tourné à l'économie, ce qui ne se voit pas du tout. C'est-à-dire, c'est un film qui, en fait, il a utilisé les décors de la série qu'il produisait, qui était The Strain. Avant qu'il soit démonté, il avait un délai de je sais plus combien de mois, et il s'est dit, ben, on va tourner la plupart des scènes de Shape of Water là-dedans. Pareil pour le fameux monstre de Shape of Water. La conception du costume a pris 6 mois, du costume, enfin du design du personnage et comment ils allaient l'exécuter, a pris 6 mois aux frais de Guillermo del Toro. C'est même pas la production, c'est assez frais à lui. C'est-à-dire qu'en gros, si ce film n'avait pas marché, Guillermo del Toro ne ferait plus de films et en plus il serait SDF. Voilà. Mais non, quand même pas jusque-là. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même très fort de faire un film avec si peu d'argent comme ça et de détenir l'Oscar à la fin et de se donner un truc aussi épique hein, à l'écran. Et mais Shape of Water, en fait, rentre dans un triptyque, c'est de l'aveu personnel de Guillermo del Toro, qui comporte Les Chines du Diable, Le Labyrinthe de Pan et Shape of Water. Ce sont les 3 films qui l'ont sauvé, en fait, à chaque fois, quand il a voulu parler un peu plus de lui, et un peu plus de choses très intimes, en fait, à lui-même. Et à chaque fois, ça l'a sauvé, ça l'a relancé dans sa carrière, et après, il peut repartir dans des choses peut-être plus obscures, ou moi, j'étais un grand fan de Crimson Peak, mais bon, voilà, ça n'avait pas marché. D'ailleurs, dans Shape of Water, il y a pour la première fois, de manière frontale, hein, on peut le dire, la thématique du sexe, qui n'a jamais été présente dans la filmographie de Guillermo del Toro, qui là... Yves Franco. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, la structure du film, en le revoyant là récemment, c'est qu'il y a 1 heure de film au tout début où c'est très frénétique et ça suit la structure de romance mêlée à thriller habituel qu'on a l'habitude voilà, de voir dans le cinéma américain. Et après cette heure-là, c'est là où intervient un peu plus frontalement le sexe. Il y a toute l'attente, la petite vie que va mener cette muette et ce monstre en se cachant dans son appartement, qui, pour moi, je pense, est le cœur du film et peut-être même la base de l'écriture du film, mais que pour s'ouvrir à tout le monde, Guillermo del Toro a décidé de faire un film d'1 heure avant pour dire voilà pourquoi ces 2 personnes sont amoureuses, voilà pourquoi ces 2 personnes ont envie de faire du sexe ensemble, voilà. Donc je trouve vraiment un très beau film, un très grand film, très très grand film. Donc si vous ne l'avez pas vu parce que vous avez été
submergé par la hype, ça vous a saoulé, comme pour La La Land, les années précédentes ou quoi. Maintenant, ça s'est calmé un petit peu. Regardez-le en étant ouvert le plus possible émotionnellement et vous n'en serez pas déçus parce que voilà, Guillermo del Toro fait partie des plus grands conteurs du cinéma actuel. Voilà, faites-vous plaisir. Et numéro 3, Mirai, ma petite sœur de Mamoru Hosoda. Alors Mirai, ma petite sœur, c'est, je pense, la quintessence du cinéma d'Hosoda. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Mamoru Hosoda faisait des histoires qui convenaient aussi d'une certaine mode de l'époque. Il s'installait des fois dans des structures qui permettaient un peu mieux aux jeunes spectateurs de rentrer dedans. Là, je trouve que c'est assez radical comme film, puisque Mirai et ma petite sœur est un film qui est du point de vue d'un enfant de 4 ans. C'est ça le concept. Tout voir, tout expérimenter comme si nous étions des bambins de 4 ans. Ce qui est assez improbable, puisque à 4 ans, il est impossible de converser avec un enfant convenablement pour comprendre son expérience de la vie. Mais la force de Mamoru Hosoda se tient là, c'est qu'il a un sens de l'observation très aigu, qui permet, sûrement ça a dû durer très longtemps, l'élaboration de ce film-là, de percevoir l'expérience d'un gamin de 4 ans. Parce que, bon, Mirai, ma petite sœur, pour vous le résumer rapidement, c'est tout simplement cet enfant de 4 ans qui est enfant unique, qui tout d'un coup doit accueillir une petite sœur dans le foyer, et alors sa vie va être chamboulée, comme tous les enfants de cet âge-là. Mais ce qu'il y a de fort dans l'histoire de ce film-là, c'est qu'en fait, il y a une croyance absolue de Mamoru Hosoda qu'à 4 ans, tu as compris tout de l'univers, en fait. Je peux pas l'exprimer autrement que ça. Le film l'exprime à sa façon, mais que en gros, à 4 ans, tu es tellement ouvert à tout que tu comprends le futur, le passé, le présent, tu comprends le cosmos, tu comprends les vies intérieures des gens, mais tu ne peux pas les exprimer parce que tu n'es pas encore formé, et c'est presque même peut-être l'apprentissage de s'exprimer, de dialoguer, de pouvoir former ses idées en phrases qui empêche l'enfant de retourner dans ces états-là. C'est quasiment le début du film où c'est donc Mirai, sa petite sœur, qui vient voir Kun, c'est le nom de cet enfant de 4 ans, qui vient voir Kun, mais sauf qu'elle, elle vient du futur, en fait. Parce qu'elle est encore adolescente enfant et peut encore se balader entre le futur et le passé. Et je trouve cette idée d'une poésie ultime, et tout le film est sur ce mode-là. C'est potentiellement l'un des films de Mamoru Hosoda avec les enfants loups qui m'a fait le plus pleurer, tout simplement, de par cette poésie très simple et très pertinente sur tout ça. C'est un film qui provoque chez moi, et pas que chez moi hein, d'ailleurs, ça provoque l'envie de réexplorer aussi son propre passé, de réexplorer des sentiments qu'on tente d'oublier. Ça te ramène à ça te revigore ça en toi, en fait, quand tu regardes un film comme Mirai. Après, on ne peut pas passer à côté de l'animation aussi, de la manière dont c'est animé. Et en l'occurrence, c'est très très iconoclaste, puisque il y a en tout cas pour un dessin animé d'animation, un film d'animation japonais, c'est que il y a un soin apporté à tous les gestes, toutes les attitudes, toutes les expressions de ce gamin-là. Et d'ailleurs, bon, ça c'est la marque de fabrique de Mamoru Hosoda, j'en ai déjà parlé pour Le Garçon et la Bête dans le top 10 de je sais plus quelle année. Sa particularité est bien évidemment d'avoir très peu d'ombrage, d'être presque dans une esthétique flat, où vraiment c'est de la 2D. Mais par contre, en termes d'animation, c'est d'une précision confondante. Et d'ailleurs, c'est par ce biais-là,
c'est par le biais de l'animation que ça provoque ce sentiment que je disais d'essayer de revivre ses propres souvenirs. C'est par l'animation en fait, et pas tant par l'écriture, l'histoire. Donc s'il y a un film d'animation à voir cette année, en dehors des gros succès, si vous ne regardez pas d'animation japonaise, moi j'en regarde très peu en vérité. S'il y en a un à voir, c'est celui-là, Mirai, ma petite sœur de Mamoru Soda, qui s'installe petit à petit comme un des plus grands maîtres de l'animation japonaise, très clairement. Et arrêtez de faire l'allusion à Miyazaki sur toutes les affiches, parce que oui, non, il n'y a aucun rapport en fait. Enfin, il y en a, mais on en trouve toujours, mais en vrai, c'est pas pareil. Donc allez voir Mirai, ma petite sœur, c'est trop bien. Et puis si vous n'arrivez pas à le voir parce qu'il est sorti un peu bizarrement, encore une fois, pour un film d'animation japonaise, eh ben téléchargez-le, voilà. Alors, pour donner une petite précision, j'ai coupé juste après Mirai, ma petite sœur, pour tout simplement un peu me revigorer. J'ai senti que je baissais un peu en énergie. Mais comme ça, on peut entamer le top 2 de la meilleure des façons. Et d'ailleurs, en position numéro 2, c'est Roma d'Alfonso Cuarón. Alors, pour Roma, c'est assez compliqué parce que plus je le vois, et plus j'en parle, plus ça se précise dans ma tête et les détails sont de plus en plus, comment dire, probants dans l'interprétation du film. Mais j'ai pu retrouver les notes que je m'étais faites à la première vision du film, que j'ai eu l'occasion, oui, un peu privilégiée, de l'avoir vu au cinéma, et pas qu'une fois, mais 2 fois au cinéma. Puisque je l'ai vu à l'avant-première officielle à Paris, et puis il y a eu une autre projection qui s'est déroulée à Paris, et je j'arrive pas à m'imaginer qu'est-ce que ça devrait être de le voir pour une première fois par le biais du petit écran, même si je pense que c'est un film qui doit marcher vraiment très très bien, confortablement installé dans son lit avec l'écran d'ordinateur. Ça permet aussi de se lâcher plus facilement peut-être, puisque il y a quand même un moment dans Roma où il est quand même impossible de ne pas pleurer, ou du moins de ne pas avoir une très grosse émotion. Que je dévoilerai pas, hein, bien évidemment. Je me suis d'ailleurs posé la question à la première vision si c'était vraiment si utile de montrer ce qui est montré à ce moment-là. Mais c'est au bout de ma deuxième vision que en effet, oui, c'est vraiment c'est très important d'avoir montré ça. Mais du coup, voilà, si je devais résumer Roma, c'est très compliqué comment dire, c'est très compliqué d'inciter les gens à voir ce film-là, puisque c'est un film d'auteur mastodonte. C'est comme ça que je le dis. C'est tout ce que on peut mettre quand on ne connaît pas cet univers-là. C'est tous les tropes qu'on peut trouver. Les tropes, c'est ça qu'on dit. Enfin, en tout cas, c'est tous les éléments qu'on peut mettre à poser à un film d'auteur. C'est en noir et blanc, c'est en espagnol, sous-titré, c'est lent. Il y a tout ça dans Roma. Oui, c'est lent, chiant, en noir et blanc, et ça parle pas français. Mais pourtant, pour peu qu'on passe le premier test, puisque c'est comme ça que j'ai reçu le film presque, quoi. Et je pense que tous les spectateurs le reçoivent comme ça. T'as un premier test, c'est le générique du début, qui dure déjà 4 minutes, je crois, à peu près, qui est sur une flaque d'eau, pour résumer. Je dévoile pas non plus trop, parce qu'il se passe pas grand chose à ce moment-là. Donc, le moment où il y a un truc qui se passe, voilà. Ça, plus les 10 minutes qui suivent, sont un vrai test pour le spectateur qui te donne le choix, en fait, finalement, de pas le regarder, le film. Puisqu'il se passe pas grand chose, c'est-à-dire que c'est un film qui est au final très marquant, vraiment, qui est un film on ne peut pas ne pas y penser encore 2 semaines après. C'est pas possible, il y a une force dans l'histoire qui nous est racontée, dans la mise en scène de Cuarón, qui ne peut pas laisser indifférent. Et au départ, donc après
ce générique sordide, enfin en tout cas d'un autre temps où on passe 4 minutes sur une flaque d'eau, ben on pense que ben voilà, ça y est, Quaron il a pété une durite, ça y est, il est dans son trip mégalo, c'est lui qui fait tout, il fait la photo, il fait tout, il produit, il réalise, il écrit, c'est sur un souvenir de son enfance, voilà. Donc on pense à une espèce de radicalité ultime qui nous propose, ce qui est déjà en soi à mon avis, assez précieux, puisque bon, ben, aujourd'hui, on est de plus en plus, heu, je dis ça, mais c'était déjà, avant, hein, mais on est toujours dans un rapport, assez consumériste, au cinéma où, finalement, on essaie de vous vendre toujours, le même film, hein, avec la même affiche et le même type de filmage et compagnie. Là, il y a un truc qui tout de suite, choque, avec Roma, ne serait-ce que par le noir et blanc, le traitement du noir et blanc, qui est pas un traitement de noir et blanc, vieillot. C'est Cuarón qui le dit en interview, il voulait faire du noir et blanc moderne, pour à la fois, interpeller le spectateur sur le côté, souvenir et en même temps, heu, montrer que ce souvenir vit et il vivra toujours. Hem Donc oui, bon, c'est plein de choix, voilà. C'est là où, quand je disais au début que plus j'en parle, plus je le vois, plus il y a des détails comme ça qui pop et qui peuvent ne pas parler à quelqu'un qui ne l'a pas vu ou qui ne l'a vu qu'une fois. Mais en tout cas, voilà, ma première impression, c'était celle-là. C'était que au départ, ça semblait absolument radical dans sa fabrication, mais que pour peu qu'on s'accroche au début, ça s'avère être un film absolument, totalement organique. On oublie la caméra au bout d'un moment. Il y a un travail qui est fait par Cuarón d'objectivité qui est impossible au cinéma. Mais, il tente la chose. Et c'est vrai que bon, dans l'expérience salle, en tout cas voilà, c'était au Max Slender, il y avait le son, il y avait l'image qui allait vraiment de pair avec l'expérience du film. Il y a un moment où on s'oublie et où, comme si on était spectateur, comme pour Mirail, hein, que j'ai parlé juste avant, comme si on était spectateur de nos propres souvenirs. Euh, c'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'en réalisant, il le dit lui-même, quelque chose de très privilégié, à savoir de faire revivre un souvenir d'enfance en reconstruisant les décors, en faisant tout, il a cherché absolument cette objectivité qui permet au spectateur d'aussi plonger dans ce souvenir-là comme si c'était le sien. Ce qui paraît compliqué comme ça, dit comme ça, mais qui vraiment dans le film opère de manière, comme je vous l'ai dit, organique, qui est vraiment qui va de soi, quoi. Et d'ailleurs, cette manière d'aborder le cinéma par Cuarón, voilà, c'est dans tous ces films que ça se retrouve. Depuis Tu m'amas también, s'il y a une volonté chez Cuarón, c'est de faire cette espèce de mise en scène invisible, qui là prend une nouvelle forme, puisque jusqu'à maintenant il était dans un rapport très plan-séquence. Il y a des plans-séquences immenses dans Roma, des plans-séquences d'une élaboration. Il y a des moments où je me réveillais pendant la première séance, on va dire, et que je prenais compte de ce qui se passait devant moi, où je me disais, putain, mais c'est un peu compliqué à faire ça. Il y a à peu près 300 figurants, la caméra elle bouge, il y a des reconstitutions de décors qui a plus de 40 ans, et il y a le jeu des acteurs, il y a la musique, il y a le son. Voilà, c'est là où on voit que Cuarón est quand même des plus grands cinéastes aujourd'hui, c'est pour arriver à réaliser des scènes de ce genre-là. Et donc, bien sûr, c'est avant, dans son cinéma, c'était plus proche de la steadicam et tout ça. Là, on est dans quelque chose de plus fixe et de plus détaché en termes de ratio de cadre. Ce qui aussi réapprend. Il y avait eu un épisode de Nos Ciné où il parlait de ça et j'avais jamais noté jusqu'à cet épisode sur Roma cet aspect-là du film. C'est vrai que ça réapprend à regarder un film. C'est vrai qu'on est bombardé aujourd'hui de gros plans en champ contre champ où l'action n'a ni queue ni tête, où ça trempe de partout, tout ça. Là, il pose sa caméra et
Ça me rappelle le titre d'un documentaire qui avait été fait sur Jacques Tati. C'est Jacques Tati, Le rire démocratique. Il y a un peu cette volonté-là chez Cuarón. Il y a un truc un peu politique finalement de dire le cinéma démocratique. Je vous mets un cadre et vous avez le choix de regarder ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau au début de Roma, c'est que on a ce personnage de la femme de ménage si importante au départ du projet et ensuite dans l'histoire, mais qui n'est qu'une sorte de fantôme qui se balade et qui sort du cadre constamment, et le cadre il continue sans elle. Et on est un peu à hauteur d'enfant. Ça, c'est un truc que j'ai noté dès le début. On est à hauteur d'enfant, la caméra est toujours à hauteur d'enfant, et au début on est un peu comme délaissé par cette femme de ménage qui est notre seconde mère, et qu'on chercherait à retrouver et à comprendre au plus profond jusqu'aux les choses les plus sombres en fait de son existence. Donc voilà, bon, je déblatère, et je peux déblatérer encore très très longtemps sur ce film, tant c'est vraiment un chef-d'œuvre et un film qui va compter dans l'histoire du cinéma, ça c'est clair. Il est deuxième, mais il est premier. Il n'y a pas de premier, de second. Oubliez tout ça. Roma est un très 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 grand chef-d'œuvre. Et le fait qu'il soit sur Netflix, et on retourne sur Netflix, allez, je l'avais balayé au début et on est presque à la fin de la vidéo et pourtant je le redis, vas-y va. Je m'emballe, putain, je m'emballe, il est trop tard. Le fait qu'il soit sur Netflix, finalement, ça permet de faire un premier pas sur cette espèce d'étiquette que se sont donnés ces genres de films. C'est-à-dire, maintenant, c'est des films élitistes, quoi. C'est des films qui ne sont finalement faits que pour une certaine catégorie de gens qui connaissent le cinéma, qui peuvent comprendre, machin et tout ça. Et je trouve que la démarche de Cuarón de dire non, mon film il va pas aller au cinéma parce que il va pas se vendre, et puis ça va être des privilégiés qui vont pouvoir le voir. Le fait de le mettre sur Netflix permet à tout un chacun de pouvoir avoir la sidération devant ces types de films. Sidération que Cuarón, qui a été le déclencheur chez Cuarón de sa cinéphilie, puisque on y pense pendant qu'on voit Roma, quand on connaît l'histoire du cinéma, mais le film qui a tout déclenché chez Cuarón, c'est Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, qui est un film néo-réaliste qu'il a vu par hasard en rentrant dans une salle qui était en fait la cinémathèque de sa ville très tôt, et qui lui a fait comprendre que le cinéma pouvait raconter des choses absolument grandioses tout en étant intime. Donc voilà, regardez Roma. Il faut passer le test du début qui peut paraître peut-être un peu violent, un peu dur, mais c'est un film qui, même si vous serez mitigé à la fin, ne va pas vous quitter. Vraiment. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est un film qui va marquer de son empreinte l'histoire du cinéma. On ne pèse pas ces mots ici. Non. Non. Et le numéro 1, parce qu'il faut toujours un numéro 1, il faut toujours quelqu'un qui gagne dans cette société capitaliste, c'est incroyable. C'est pourtant un film qui, l'air de rien, dénonce tout cela. C'est Ready Player One de Steven Spielberg. Eh oui, Ready Player One a été le premier choc pour moi de cette année, le film que j'ai le plus vu cette année, j'ai dû le voir 6 fois au final, et qui a été un choc, j'étais bouche bée complètement. Pourquoi ? Alors, on va commencer dès le départ. J'étais assez enthousiasmé à l'annonce du film, parce que motion capture, parce que Tintin, qui était un film qui a été un peu sous-estimé à sa sortie, mais qui est vraiment une démonstration de tout ce qu'on peut faire avec ça. Parce que Spielberg, parce que le roman que j'avais lu,
qui était un roman un peu... Il faut arrêter de déconner, hein, le roman est pas top. Hein. C'est un espèce de livre de geek pour les geeks, ce que ne fait pas du tout le film de Spielberg, et qui comporte plein de moments très longs où c'est juste un référencement enfin un référencement, oui, une liste de références mis bout à bout assez indigeste. Et en lisant le livre, tout le long, je me disais, parce qu'il y avait déjà l'annonce du projet sur IMDb, je me disais, mais comment tu veux adapter ça? C'est pas possible, c'est imbitable. C'est imbitable. Et c'est, en tout cas, graphiquement, ce qu'on peut s'en imaginer quand on lit le livre, c'est que ça va donner un truc moche, quoi, complètement. Donc ça me fait bien rire les gens qui ne savent pas finalement à quel point c'est dur de faire un film, et encore plus un film comme celui-là, critiquer des détails insignifiants par rapport à toute la masse de problèmes qu'ils avaient à résoudre avant même d'écrire un seul mot sur le scénario, quoi. Notamment au niveau des designs des personnages, de l'univers de l'Oasis, comment rendre tout ça cohérent pour le spectateur. Parce que aussi ceux qui gueulent, c'est ceux qui se vraiment prônent, qui se mettent une couronne sur la tête en disant on est des geeks, on veut ci, on veut ça. C'est ceux qui gueulent aussi par rapport à ce film-là, qui en tout cas sont sceptiques. Alors que moi je trouve que, enfin moi le truc qui m'a premièrement ému face à ce film, c'est Spielberg qui passe la tête par la porte là et qui voit tous ses congénères faire un peu n'importe quoi en termes de blockbuster, et que lui il dit mais attendez les gars, nous on fait des films pour la famille. On fait des films pour que papa, grand-mère et petit-fils puissent discuter du film après. Et c'est exactement ça, Ready Player One. C'est un film familial comme on n'en fait plus, avec une ambition débordante, et qui traite des sujets qui sont actuels et en même temps peut se voir sans aller au fond du problème. Et d'ailleurs, beaucoup sont passés au travers du véritable thème du film, puisque tout le monde s'est focalisé sur la morale de fin, qui n'est pas une morale... c'est toujours ça qu'on critique chez Spielberg. J'avais l'impression de voir des critiques datant des années 90 ou 80 sur les films de Spielberg, de dire « Ah oui, bah, la morale, elle est niaise à la fin, ouais, voilà, c'est le monde de oui-oui. » Non, c'est une morale qui parlera aux gamins et qui est plutôt bénéfique, hein, de dire écoutez, calmez-vous un peu avec Internet et compagnie, c'est pas mal aussi de vivre sa vie. Il y a plein de choses à découvrir de l'autre. Oui, ouais, ça paraît niais, mais moi je trouve ça sympa à dire aux jeunes générations. Mais le vrai thème qu'il y a au fond, c'est le thème de la première épreuve auquel est confronté Percival, le personnage principal, à savoir t'arrives pas à battre cette course, de réussir cette course, à être premier sur cette course, parce que t'as pas compris un truc, et le truc à comprendre, c'est d'aller en arrière très vite. Rien qu'avec ça, ça donne tout le ton du film après. C'est que en fait, Spielberg, l'air de rien, pareil, met dans la tête des spectateurs un petit manuel d'analyse de film et d'analyse d'art, tout simplement. De dire, quand tu es devant quelque chose qui t'obsessionne, qui te donne des émotions, au lieu de rabâcher sans cesse ah, c'est génial, ouais, c'est génial, pose-toi la question d'où ça vient. Pose-toi la question de d'où ça vient, pas pour lancer des lauriers après à l'auteur de l'objet dans lequel tu t'es ému, mais pour comprendre quelque chose sur toi-même aussi, sur tes goûts, sur ta place dans la société. Et quand je dis ça, c'est assez incroyable parce que c'est texto ce qui est raconté dans le film, tout en mettant aussi son approche très personnelle à ça, c'est-à-dire il parle de lui-même, Spielberg en quelque sorte. Il ne fait
quasiment aucune référence à son cinéma, si ce n'est un T-Rex à un moment. La référence à Retour vers le futur dont il était le producteur. Mais par contre, ce film parle de lui-même. C'est un des films, même, je pense, le plus intime de Spielberg, où il parle vraiment de lui. Il a toujours parlé de lui dans ses films, mais c'est toujours... c'est ça qui est beau aussi chez Spielberg, c'est que si tu reviens à son premier film, Aux Dents de la Mer, il y a déjà en fait des bribes de je me raconte et j'ai besoin d'exprimer des choses que je n'arrive pas à exprimer dans la vraie vie. Et là, on est clairement dans une étape de la carrière de Spielberg où il dit je suis vieux, j'ai créé des choses dont les gens sont fous et je ne comprends pas pourquoi, mais peut-être que vous devriez un peu creuser et ne pas juste rester sur le côté artificiel de la chose. Si vous allez tous les jours à la fête foraine pour aller dans ce manège-là et que ça fait 50 ans que vous allez toujours au même manège, c'est peut-être intéressant à un moment de savoir comment il marche ce manège. Et peut-être que vous en apprendrez sur vos propres ambitions et ce que vous voulez faire de votre vie. Donc oui, ça paraît un peu moraliste, ça paraît un peu comme ça, hein. C'est le cinéma de Spielberg, on aime, on n'aime pas. Mais en dehors de ça, c'est aussi un des films dans un tout autre genre que Roma, mais qui est, comme pour l'autre film qu'il a sorti cette année, un film génial de mise en scène. Mais génial, c'est un mot que j'utilise rarement, tant il faut prendre le poids de ça. C'est hors du commun. La fameuse séquence de course-poursuite qu'on a au début, c'est Mad Max Fury Road condensé en 5 minutes, quoi. Et ça part dans tous les sens, on n'est jamais perdu pourtant, ça n'arrête jamais. J'ai jamais vu ça au cinéma. Et ça faisait très longtemps qu'au cinéma j'avais pas eu ce choc-là, même physique en fait, devant un film. Depuis Fury Road, de comprendre tout ce qui se passe à l'écran et en même temps d'être sidéré de la maestria qu'il y a là-dedans, quoi. Sans compter aussi la deuxième épreuve que tout le monde a spoilé sur Shining, qui raconte un peu de Spielberg dedans, qui raconte un peu... En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Ready Player One peut être pris comme un film somme aussi de son auteur. Malgré tout, malgré que ça soit un film qui a été très très promotionné, marketé, tout ce que vous voulez, il a été fait dans tous les points par des choix de Spielberg, et notamment pour avoir lu le livre, le scénario, c'est pas lui qui a écrit le scénario, mais peut-être qu'il a incité là-dedans. Ils ont changé toutes les épreuves qu'il y a dans le livre, qui étaient des épreuves qui étaient fun à lire, mais qui étaient imbitables, le film dans lequel devaient se mouvoir les héros, et c'était plus une sorte de truc comme La Fureur du samedi soir de Arthur, pour ceux qui ont connu ça, ou alors n'oubliez pas les paroles. C'était en gros, il y avait le film ils étaient à l'intérieur du film dans le livre, et ils devaient, à chaque moment il y a le film qui se coupait, ils devaient continuer la scène, donc c'est dégueulasse, quoi. Enfin, en termes de... Après, voir ça au cinéma, je pense pas que ça aurait été payant. Lui, il a choisi, plutôt que dans le livre qui était War Games, il a choisi Shining. Et Kubrick et le mentor de Spielberg, ils ont entretenu une discussion pendant des années et des années, au point où même Kubrick donc voulait produire AI, qui serait réalisé par Spielberg. Malheureusement, il est mort entre-temps. Et il exprime, il démontre, il agit tel qu'il voudrait que les jeunes générations agissent. C'est de dire... Kubrick est un mentor pour moi. Kubrick est une pièce de musée, qui est un truc qu'on ne peut pas dépasser, voilà, machin. Mais on peut s'amuser avec. On peut s'amuser avec. Avec un peu de créativité, il n'y a rien qui est sacré dans la pop culture. Il n'y a pas de sacré dans la pop culture. Le film, finalement, Ready Player One n'est qu'un film aussi qui essaye de démonter cette idée... bien ancré dans la tête des trentenaires, quarantenaires, geeks, et fort de leur
influence sur les avis de tout un chacun, parce que bon, cette génération-là, c'est ceux qui sont à la tête maintenant des grandes entreprises ou alors de journaux critiques et tout ça, d'enlever ce truc-là, que c'est sacré. Et le premier à se le mettre, puisqu'il, comme je vous ai dit, il se fait aucune référence dans le film, alors que c'est un film multiréférentiel. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup parlé sur Ready Player One, je pourrais en parler encore pendant des heures et des heures, tout comme Roma, Mirai et tous les films qu'il y a dans cette liste, mais particulièrement Ready Player One, parce que comme le dit Spielberg, quand ils ont fait le final shot sur le tournage live, il a remercié toutes les équipes en disant merci d'avoir avec moi conçu ce gâteau de mariage aux 1000 couches. C'est-à-dire que, ben oui, Ready Player One, il le dit en interview, a été son projet le plus dur qu'il a jamais réalisé de toute sa carrière. Et il en a fait des films durs. Enfin, en termes de réalisateur, c'est assez étonnant le nombre de défis qu'il a relevés dans sa carrière. Et pourtant, Ready Player One, il le considère comme le film qui a été le plus dur. Pour cette raison-là, pour cette raison que j'en parle depuis je sais pas combien de minutes, c'est que ça aborde 10 000 thèmes et que ça doit rester digeste. Et tous ces thèmes-là sont des thèmes qui auraient mérité un film chacun de la part de Spielberg. Mais puisqu'il est encore plus fort que ce qu'on pense, il arrive à condenser ça dans un seul film. Et c'est magnifique à voir. Et c'est magnifique et précieux, très rare. Je mets au défi n'importe qui de me trouver un successeur à Ready Player One, du moins dans l'année qui est passée. Si vous me dites Avengers, il va falloir revoir un peu mieux comment vous vivez vos films. Putain, je voulais pas être négatif. Merde, un peu de positivisme, quoi. Donc voilà, au bout de plus d'une heure de vidéo qui n'est pas une vidéo, j'ai fait le choix de juste parler à mon micro et éventuellement, je ne sais pas encore, parce que là je suis en train d'enregistrer comment je vais habiller tout ça. J'ai fait le choix de ne pas me montrer tout ça, parce que ça, en fait, ça donne des problèmes supplémentaires. Il faut gérer le regard, il faut gérer la position des mains, comment on se présente. Donc j'ai préféré faire ça juste en audio. Donc bienvenue dans la radio Playstop. C'est super, 22h minuit. J'ai très mal fait j'ai très mal fait l'animateur de radio. J'espère que vous avez eu quelques films à mettre dans votre liste à voir et que j'espère ça vous plaira ou en tout cas animera des discussions avec d'autres personnes, parce que si on va au cinéma, si on parle autant de ces choses-là qui nous ont émus, c'est pour créer du lien avec les autres, c'est pour se confronter à ce qui nous rassemble. Et le cinéma n'est que l'exploration de la vérité des émotions. Et sur ces belles paroles qui sortent de la bouche d'un gars qui enregistre depuis 3 heures en fait, et qui est un peu fatigué, même s'il a des soubresauts d'énergie parfois. C'est sur ça que je vous dis bonne nuit ou bonne journée. Mais franchement, vous êtes tarés d'avoir écouté ça en journée, ça veut dire que vous n'avez rien d'autre à foutre. Et j'espère à très bientôt. Et je termine par le sempiternel. Ciao Internet!